La crise du Covid-19 à nouveau au cœur de Versus aujourd'hui, car le Parlement bruxellois a présenté sa réponse à la crise. 183 recommandations après avoir écouté pendant plusieurs mois et durant de longues heures, souvent des acteurs de terrain. Certains sont présents aujourd'hui et on va échanger avec eux. Bienvenue sur le plateau de Versus. Avec Christian Dejar, vous êtes un des directeurs chez Gibis, les institutions privées, les maisons de repos. On entendra ce que vous avez retenu, vous, de ces recommandations des politiques bruxellois. De l'autre côté de la table, Étienne Ouiri, vous êtes administrateur délégué du réseau d'hôpitaux bruxellois IRIS, et les hôpitaux évidemment fortement concernés par cette crise. Et puis, cette crise sanitaire est aussi économique. Sophie Guillet, vous êtes une des responsables de l'UCM, l'Union des classes moyennes. Enfin, le Covid-19 qui n'épargne personne et notamment pas les sans-abri. Voilà pourquoi Sébastien Roy, directeur général du SAMU Social, est avec nous. Avant de vous entendre tous les quatre, eh bien, écoutons cette petite interview. C'est le président de la commission spéciale Covid au Parlement bruxellois. Il nous expliquait il y a 2 jours les grandes lignes de ce que ses collègues et lui ont retenu de 5 mois et de près de 60 auditions. Écoutez. Dans notre système institutionnel, on voit bien qu'il faut plus coordonner les choses. Et donc, les différentes recommandations visent à harmoniser les mesures qu'on prend, harmoniser l'exécution des mesures qu'on décide et harmoniser la communication entre différents niveaux de pouvoir, au niveau des communes, au niveau de la région, entre la région et le fédéral. Et donc, il y a une série de propositions sur différents volets. Sur le volet économique, par exemple, on aborde aussi les questions de l'harmonisation des primes. On se rend compte que les primes sont différentes d'une région à l'autre. Donc, il faut tendre vers une harmonisation. Donc il faut essayer de mettre en œuvre des mesures qui soient identiques dans les différentes régions, en fonction évidemment des situations qu'on trouve dans l'une ou l'autre région. Alors, madame, messieurs, est-ce que vous avez ressenti, vous, il y a 1 an de ça, ou en tout cas dans l'année qui s'est écoulée, une forme de cacophonie quand vous vouliez avoir une réponse, quand vous aviez un besoin en termes d'aide, de matériel, d'ordre à appliquer? Qui a ressenti ce que le président évoque là, dans cette chaîne de commandement disparate? Qui a ressenti ça? Étienne Oury, du côté des hôpitaux? Bien entendu, et les auditions ont témoigné du fait que ça a été une période assez chaotique. On a vécu dans une grande improvisation sur une série de sujets, des lenteurs, des oublis, des couacs. Là, on signale la situation dans les maisons de repos, mais dans les hôpitaux, c'était également pareil. On a vraiment eu à faire face, parfois souvent seul, à une situation assez inédite et à préparer. Et puis, voilà, bon, je peux signaler que c'est une situation qui a amené beaucoup de stress, beaucoup d'incompréhension, en même temps beaucoup de solidarité, beaucoup de flexibilité, beaucoup de bonne volonté, mais aussi des sacrifices. Sébastien Roy, dans le sans-abrisme aussi, on s'est retrouvé un peu dénué, on ne savait pas à qui s'adresser, c'était la cacophonie dans les réponses? Clairement, surtout si on se reporte il y a 1 an où au début c'était une épidémie de la peur en fait, la Covid, et donc la première chose c'était essayer de protéger son personnel et le premier domaine où il y a eu une vraie cacophonie était tout ce qui était achat de matériel de protection et où on ne savait pas du tout à qui s'adresser. On en est arrivé à s'adresser à des gens qu'on ne connaissait pas et à essayer de se baser sur nos propres réseaux pour essayer de s'approvisionner avant que tout s'organise. En fait, on était dans un système où institutionnel qui n'est pas préparé à l'urgence, quelque part, où rien n'est organisé pour faire face à l'urgence. Alors vous mettez le doigt sur la question du matériel, peut-être dans les hôpitaux, parce que c'est là qu'on en avait énormément besoin dès le départ, évidemment, pas uniquement, mais notamment là. Si demain il y a une nouvelle crise, est-ce qu'on est aujourd'hui mieux armé? Moi, ce qui m'a frappé dans les 183 recommandations du Parlement bruxellois, qui nous occupent aujourd'hui, c'est qu'on plaide beaucoup pour demander au fédéral de. Ça veut dire que la région bruxelloise, finalement, elle a estimé que ce n'était pas son rôle, que c'était tout du ressort du fédéral? C'est une réalité institutionnelle. Et là encore, dans les auditions, il y a eu pas mal d'acteurs de santé, pas uniquement les hôpitaux, qui ont vraiment dénoncé la cacophonie, enfin la dispersion de compétences. Tout le monde a rappelé, dans une situation de crise, il faut une unité de commandement, unité de communication, unité opérationnelle. On a vécu exactement le contraire, où chacun, avec énormément beaucoup de volonté, a essayé de s'en sortir à son niveau de pouvoir, à son niveau de gestion de l'un ou l'autre des aspects. On a, d'une certaine manière,
essayer aussi de s'entraider l'un l'autre. On a eu beaucoup de contacts avec les maisons de repos pour fournir du matériel, alors qu'eux n'avaient pas les réseaux pour le faire. Mais on a aussi été contactés par tout et n'importe qui, parce qu'on était impréparés. La Belgique est un pays qui n'a pas une stratégie préventive d'une crise majeure. Mais est-ce qu'aujourd'hui on est plus prêt? Est-ce que vous avez le sentiment qu'on a cette stratégie ou pas? C'est pas l'impression que ça donne. En tout cas, à la lecture des recommandations, on a plutôt une liste de Saint-Nicolas dont la longueur est telle que personne n'imagine qu'on pourra réaliser un tel projet, un tel plan avec autant de mesures. Et puis, comme vous le dites, et comme le président Madran l'expliquait, ça dépend de tellement de niveaux de pouvoir qu'il faut aller plaider à gauche, à droite pour s'entendre. Voilà, aujourd'hui, la réalité des soins de santé, c'est qu'elle dépend de 9 ministres et que, pour monter une politique de santé publique, malheureusement, il faut une unité de gestion de l'ensemble du problème de la vie à la mort, des différentes pathologies psychiques, somatiques, handicap, socio-sanitaires. La régionalisation des compétences en matière de santé, ça ne vous convainc pas sur le terrain? Là, on a une démonstration flagrante de l'inefficacité d'une telle décision. Alors, on sait que certains politiques nous regardent et on imagine qu'ils auront des réactions, mais merci pour ce commentaire. Encore une question, Monsieur Ouiri, quand même. On évoque le besoin de formation, notamment dans les hôpitaux, aux crises infectieuses. Ça veut dire qu'on n'était pas prêt, qu'on n'est toujours pas formé à gérer ce genre de crise. Or, il y a déjà eu des épidémies en Belgique. Je relis les témoignages des directeurs d'hôpitaux qui sont allés à la commission. Et clairement, eux expliquent que la maîtrise, l'hôpital n'a pas un problème de maîtrise d'une situation d'urgence infectieuse ou autre. L'hôpital général a des plans d'urgence hospitaliers qui sont rodés. Le problème n'a pas été d'organiser l'hôpital. Vraiment, de diminuer l'activité en certains pans, de réorienter les personnes, les patients. Non. Le problème a été la protection des personnes, tant les patients que les travailleurs. Alors, du côté des maisons de repos, même constat, une difficulté à avoir un référent, un leadership, disaient certains membres de la commission. Du côté des maisons de repos, on a été soutenus plus tard encore que les hôpitaux. Et donc, on a vraiment souffert de ce retard. Ce n'est que vraiment après la mi-mars 2020 qu'on a commencé à avoir du soutien des autorités. Et ce sont surtout les autorités bruxelloises, puisque c'est elles qui sont entièrement compétentes pour les maisons de repos à Bruxelles. Mais par contre, au niveau testing, par exemple, c'est le fédéral qui a la compétence, donc ça a posé pas mal de problèmes de coordination entre Bruxelles et le fédéral. Et on l'a ressenti, évidemment, aussi dans les maisons de repos. L'administration bruxelloise n'était pas à la hauteur de l'enjeu. L'administration était tout à fait à la hauteur. Mais est-ce que la coordination entre le fédéral et Bruxelles se faisait parfaitement? Nous pensons que non. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut effectivement améliorer. Alors, il y a un large chapitre dans le rapport de la commission spéciale Covid sur les maisons de repos. Je vous propose d'écouter la rapportrice de la commission, une en tout cas, c'est la socialiste Delphine Chabert. Et c'était hier, dans Toujours plus d'actu avec Fabrice Grosfilet. Il y a des mesures très concrètes pour renforcer la sécurité sanitaire et mieux préparer ces maisons de repos à faire face, ces médecins coordinateurs, des agréments, etc. Et puis, il y a surtout des propositions à moyen terme, voire à long terme, pour que le gouvernement travaille à une vision plus juste, plus humaine, où on remet la personne âgée au centre de ses choix de vie chez elle, de ses choix de vie dans une maison de repos, où elle peut être associée à son trajet de vie, à son parcours de vie, y compris dans le vieillissement. Donc je pense que c'est ça qui est au cœur de toutes ces recommandations dans cette partie-là. Ouais, il est notamment écrit qu'on doit repenser le quota des soignants dans les maisons de repos. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez de personnel de soins ? Ça veut dire qu'à certains moments, dans certaines institutions, non, il n'y avait pas assez. Donc ça, ce sont des choses sur lesquelles il faut travailler. On va évaluer, c'est ce qu'on demande aussi au gouvernement, d'évaluer ce qui s'est passé dans les maisons de repos. Certaines ont très très bien résisté, d'autres moins. On doit comprendre ce qui fait que certaines ont beaucoup mieux résisté plutôt que d'autres et alors aller vers de nouvelles normes qui permettent de mieux se protéger. Christian Dejarre, c'est quoi ces nouvelles normes? C'est quelque chose auquel vous pouvez adhérer, vous, comme représentant du secteur? On doit changer les agréments, ce qui autorise finalement à ouvrir une maison de repos? Tout à fait. Ça fait longtemps qu'on demande une révision des normes, une actualisation des normes de personnel, des normes architecturales, beaucoup de souplesse aussi dans l'offre qu'on fait, parce qu'on ne peut pas sur un site n'avoir qu'une maison de repos. On se dit qu'il faut avoir une offre
de services diversifiés pour les personnes âgées pour répondre à leurs besoins au moment où elles font appel à la structure. Tout le monde n'a pas besoin de soins très lourds. Donc il faut une variété sur un site. Et il faut effectivement revoir les normes. Et il y aura normalement, cette année-ci, un groupe de travail des risquaires qui va devoir plancher sur une révision des normes d'agrément des maisons de repos. Même question qu'à M. Ouéry, on dit qu'il faut former le personnel aux situations de crise. Ça veut dire que le personnel était formé, oui ou non? Est-ce que c'était ça le problème, c'était la formation du personnel ou vraiment le matériel qui vous a manqué? Mais une crise comme on a eu, on n'a jamais connu ça. Donc personne n'était préparé à ça. Et donc, personne n'avait... Bon, il y avait des réserves de matériel, mais pas des réserves de matériel pour faire face à une telle masse d'infections. Et donc, voilà, tout le monde a été pris au dépourvu. S'il y a une troisième vague, est-ce que dans les maisons de repos, on a aujourd'hui suffisamment de stocks, de masques, de blouses, de charlottes? Oui. Alors maintenant, il y a déjà dans les recommandations une série de choses qui sont déjà mises en place ou en cours d'être mises en place. On a les résidents sont quasi tous vaccinés, le personnel est vacciné en partie. On a du matériel de protection en suffisance, ou en tout cas un stock de matériel dans chaque maison de repos, plus un stock à Iriscare, plus encore la possibilité d'acheter du matériel via la centrale de marché d'Iriscare. Donc je crois que de ce côté-là, on est prêt à affronter une nouvelle crise éventuelle. Brièvement, sur une question qui est revenue souvent en commission spéciale Covid, ce sont les refus d'hospitalisation. Est-ce que c'est totalement absent? Je les ai encore fouillés, j'ai vérifié auprès des parlementaires, c'est totalement absent des recommandations. Est-ce que vous êtes rassurés là-dessus? Est-ce que les gens qui nous regardent, qui ont un parent, un grand-parent en maison de repos, peuvent être rassurés sur le fait qu'en cas de contamination, vaccin ou pas, à un moment donné, il aura une place en hôpital si besoin? Mais maintenant, chaque maison de repos a signé une convention avec un hôpital qui prévoit justement le soutien de l'hôpital en expertise, en hygiène. L'hôpital peut aider la maison de repos à mettre en place des bonnes pratiques en matière d'hygiène. Et l'hôpital aussi, il y a aussi une procédure entre l'hôpital et la maison de repos pour transférer un patient vers l'hôpital ou pour le ramener de l'hôpital vers la maison de repos. Le but, c'est d'avoir une continuité des relations. Est-ce que dans ces recommandations, vous avez l'impression qu'on va faciliter les échanges, la communication entre les maisons de repos et les hôpitaux? Parce qu'apparemment, il y a des fois où ça se passait pas bien. Honnêtement, de mon vécu, nous n'avons pas eu des tensions entre nous sur les questions de transfert de patients. Une des difficultés, c'est de connaître la situation d'un patient en maison de repos pour lequel il faut un référent médical, il y a des médecins coordinateurs, mais pas suffisamment. Donc savoir effectivement si la personne doit être transférée ou pas, c'est une décision qui revient à la maison de repos en connaissance de cause, savoir si transférer à l'hôpital donne des chances importantes de survie à la personne. Et ça, nous n'avons pas rencontré sérieusement des problèmes. Il y a surtout des couacs d'informations sur l'une ou l'autre situation familiale dont j'ai entendu parler, mais il n'y a pas eu ça. Donc pour moi, c'est un faux débat, simplement. Okay. Sur les relations entre nous, c'est clair que la crise a poussé à beaucoup plus de proactivité entre nous. Ça, c'est bien. Et alors, on dit aussi dans le rapport qu'il faut que les hôpitaux forment le personnel des maisons de repos. C'est dans les recommandations. Est-ce qu'on a le temps, dans les hôpitaux, aujourd'hui, quand on sera sorti de la crise, de former des infirmières, des infirmiers, des aides-soignants dans les maisons de repos? Est-ce que c'est ça la bonne solution? Monsieur Ouéry là-dessus et puis Monsieur Dejarre. Après, on ira sur le sans-abrisme et l'économique, mais encore vous deux là-dessus. Voilà, la question des moyens, très honnêtement, ça reste épineux en Belgique. Et aujourd'hui, non, l'hôpital n'a pas les moyens, ni personne, ni en finance, ni en personne, pour le faire. Mais l'intention, je trouve qu'elle est noble d'avoir cette relation privilégiée entre des services qui sont habitués aux cas infectieux et la maison de repos, où la problématique d'une infection, d'une contagion est extrêmement complexe et dangereuse. Et monsieur Dejarre, ce qui est important pour la maison de repos, c'est pouvoir faire appel à l'expertise de l'hôpital, parce que l'expertise est là en hygiène. Il y a des médecins hygiénistes, il y a des infirmiers hygiénistes. Il n'y a pas ça en maison de repos. C'est impossible d'avoir ça partout. Et donc, faire appel à cette expertise, c'est ça la plus-value de cette collaboration, enfin, une des plus-values, cette collaboration entre maisons de repos et hôpitaux. Alors, Sophie Guillet, pour l'Union des classes moyennes, oui, voilà, il y a aussi depuis un an une crise économique. Quelle est la situation aujourd'hui pour vos affiliés et
Comment vous avez réagi, vous, quand vous avez lu ce rapport? Alors, ce n'est pas vous personnellement, mais l'UCM a été entendu en commission Covid. Elle a été bien comprise? Alors, globalement, on peut dire qu'on a été entendu, que pas mal de demandes sont incluses dans les recommandations. Ceci étant dit, la situation actuelle est toujours pas évidente. Il y a encore énormément de secteurs fermés qui sont donc sans revenus. Et on est sur un manque de perspective pour ces secteurs fermés. Et c'est quelque chose qui manque à travers les recommandations, c'est l'apport de perspectives. Plus précédemment dans la crise, si crise ou reconfinement il devait y avoir à un moment, l'impression quoi, qu'on a fermé, plic-ploc, ouvert, plic-ploc, sans... C'est surtout que ceux qui sont aussi encore fermés manquent d'outils pour se dire on pourra ouvrir ou pas ouvrir. On manque de conditions, en fait. Donc ces secteurs-là sont toujours à l'arrêt et dans l'attente de. Donc voilà, UCM a proposé un plan de déconfinement aujourd'hui même que je vous invite à consulter. Très brièvement, vous proposez qu'on rouvre quoi le plus rapidement possible? Les secteurs, tout ce qui est en extérieur, tout ce qui est les agences de Paris, tout ce qui est cinéma, théâtre, et jusqu'en tout cas avril, et puis pour en tout cas le 1er mai, avant ça, qu'on puisse réouvrir le restant des secteurs. Pour les commerçants qui nous regardent, qui espèrent rouvrir, ça veut dire ne pas avoir droit à son droit à passerelle, on perd toutes ces aides dès qu'on reprend son activité? Alors, je ne suis pas spécialiste du droit passerelle, malheureusement. C'est pas qu'on... Oui, on le perd. Il y a des conditions, il y a plein de droits passerelles aussi différents qui existent. Et j'y viens justement, c'est une des complexités de la part des entrepreneurs aujourd'hui, c'est de comprendre à quelles aides on a droit. Alors, il y a des aides, c'est bien. Parfois, elles sont régionales, parfois, elles sont fédérales, parfois, elles sont même locales. Et donc, il y a un brouhaha au niveau des entrepreneurs pour comprendre ce à quoi ils ont accès. Donc, il y a une des recommandations, d'ailleurs, qui parle de l'information aux entrepreneurs. À notre sens, le devoir d'information a été assouvi, il a été bon. On trouve ça, c'est un point positif. Que le 18-19 a fait son travail d'information. Ceci étant dit, le 18-19 communiquait sur une partie des primes, et une partie de ce à quoi avaient droit les entrepreneurs. Ils cherchaient aussi d'autres informations qu'ils ont dû trouver via des fédérations, via des communes. Et c'était un brouhaha au niveau des canaux d'information. Le 18-19 il y a un point quand même, Rachid Madra, on parlait de la différence de niveau des aides d'une région à l'autre. Est-ce qu'à Bruxelles, on est aussi bien servi, aidé qu'en région flamande ou en région wallonne? C'est sûr qu'on a tardé, en tout cas, à avoir les primes, à ce que les primes soient mises en route, à ce que les formulaires soient accessibles. Ceci étant dit, comparativement à la Wallonie, pour prendre l'exemple, une fois que le formulaire était en ligne pour accéder à sa prime unique, par exemple, quand on était au RECA, par exemple, ça fonctionnait. Le formulaire fonctionnait, ce qui n'a pas été le cas directement en Wallonie. Donc oui, ça a pris plus de temps. Maintenant, le process était en route et on a pu suivre. Le formulaire était efficace. Alors, je me tourne vers Sébastien Roy. Vous êtes un peu si je peux me permettre, le parent pauvre dans ce rapport. Il y a 4 recommandations concernant le sans-abri. Vous avez l'impression d'avoir été moins au centre des attentions des députés, ou bien ça vous convient ce qu'on y retrouve dans le rapport? Je rappelle qu'on voit ce que les députés recommandent pour éviter une nouvelle crise du Covid telle que celle qu'on a connue. Quelque part, c'est peut-être logique qu'on ne soit pas au centre des recommandations. Je crois que la crise, elle a touché énormément de monde, les maisons de repos, tous les commerces qui sont fermés. Il n'y a pas que les sans-abri non plus. Et je trouve que c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de recommandations. Ceci dit, la crise, à notre niveau, nous a donné aussi toute une série de nouvelles opportunités. On est passé, par exemple, à des hébergements 24-24 qui permettent en fait un accompagnement beaucoup plus efficace et qui nous ont permis de réinsérer plus de gens dans le logement. Il y a eu des moyens qui ont été développés dans les hôtels. Donc tout n'a pas été négatif dans cette crise. Il y a eu énormément de collaborations transversales, M. Wéry en parlait, qui ont été très positives. Et en fait, on a eu une crise qui nous a redonné aussi certains moyens de refaire du qualitatif, notamment au niveau du SAMU social. Et donc tout ça pour dire qu'il ne faut pas voir que les aspects négatifs de ce qu'a amené la crise au niveau du sans-abri, ça a aussi amené des aspects positifs. Une des recommandations qui pourrait être interprétée à notre niveau comme un parent pauvre, c'est qu'on insiste beaucoup sur le renforcement des accueils de jour dans les rapports. Et au SAMU social, on a l'habitude de considérer la nuit comme aussi belle que le jour. Et donc, on plaide plutôt pour un continuum. Si on veut vraiment être efficace dans l'accompagnement des sans-abri, l'idée est de faire du jour et de la nuit, et donc du 24 heures sur 24. Et ça apparaît très peu. Autre chose qui n'apparaît pas, et je l'ai entendu au niveau des hôpitaux et des maisons
maisons de repos, c'est l'importance de l'hygiène. En fait, nous, on a énormément investi dans les mesures d'hygiène pour essayer de casser les contaminations et je trouve que ça n'apparaît pas au niveau des hébergements collectifs pour les sans-abri. Alors apparemment, on recommande de mettre des hôtels à disposition des SDF. C'est une des recommandations de développer des conventions. Ça marcherait comment? Des hôtels qui seraient vides ou bien des hôtels où on ferait cohabiter des SDF et des touristes qui seraient quand même de passage en cas de pandémie? On se base en fait sur l'expérience actuelle, à savoir l'utilisation d'espaces qui sont dédiés ou qui ont été construits pour l'hébergement, qui sont mis à disposition de populations qui n'ont pas accès à des logements. Donc l'idée en soi, en urgence, elle est plutôt bonne, je pense, parce que ça permet de faire un hébergement de qualité pour ces personnes-là. Maintenant, elle n'est pas tenable à long terme parce que les hôtels vont rouvrir, mais de nouveau, en solution d'urgence, ça fonctionne plutôt bien. Une recommandation qui concerne un peu tout le monde ici, c'est autour de la communication. Les députés constatent que la communication n'a pas été toujours optimale auprès de la population. Est-ce que vous êtes rassurés sur le fait que quand on aura vaincu l'épidémie, on espère rapidement, eh bien les gens auront vraiment toute confiance, ou s'il y a une nouvelle vague, pour aller se faire hospitaliser, parce qu'on avait constaté qu'il y avait des baisses d'hospitalisation pour des soins pourtant importants, dans les maisons de repos où des gens hésitent à rentrer, ou dans les commerces. Est-ce que vous êtes rassuré là-dessus, quand on dit simplement on doit mieux communiquer? Peut-être M. Dejarre? En tout cas, on peut dire que énormément de progrès ont été faits à cause de la crise du Covid dans les maisons de repos pour renforcer la sécurité en Oui, mais est-ce que ça se sent encore dans la population? Alors, si vous communiquez, mais est-ce que les gens qui nous regardent ont suffisamment confiance pour renvoyer leurs parents, leurs grands-parents, leurs aînés en maison de repos? Je pense que, de toute façon, les maisons de repos, à un moment donné, vont se rouvrir vraiment et les résidents vont pouvoir ressortir, les résidents vont pouvoir retrouver une vie normale dans les maisons, et là, les familles verront toutes les mesures qui ont été mises en place pour assurer cette sécurité, et ça a été bien pris en compte. Et Sophie donc, Guillet, il normalement, faudra rendre confiance, redonner envie aux gens d'aller dans les espaces commerciaux partagés, les restaurants, les galeries, etc. Oui, je pense qu'au niveau sanitaire, il faudra effectivement l'amorce, enfin c'est amorcé, c'est en chemin. Après, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a pas mal de commerçants qui se sont équipés en infrastructures de plexi et autres, dont on leur a finalement pas demandé de continuer, enfin pour lesquels ils n'ont pas eu de nécessité de continuer avec. Donc voilà, il y a eu quelques allers-retours aussi. Il y a eu les Horeca qui ont dû tenir un carnet d'adresses. Voilà, donc il y a eu certaines mesures qui On a souvent entendu des gens dire mais je n'ai jamais été appelé parce qu'on m'a dit que dans le restaurant que je fréquentais et que donc ces carnets d'adresses n'étaient pas très efficaces, disait-on. Voilà, il y a eu des allers-retours. Il y a eu certains appels aussi d'autres structures Horeca où il y a eu quand même des appels aussi où le tracing était bon. Donc voilà, il va falloir redonner confiance en fait pour les personnes qui consomment, pour les consommateurs, pour les commerçants eux-mêmes. Je pense qu'ils sont convaincus de ce qu'ils mettent en place et de ce qu'ils ont déjà mis en place. Et donc ils savent le faire. Il nous reste 3 minutes 30 et je voudrais qu'on revienne vraiment sur les recommandations. Je vais vous demander à chacun une recommandation qui vous a marqué, que vous trouvez très bonne ou qui est manquante. Mais avant ça, un petit jingle. Ben oui, tradition versus, un dernier tour de table. Peut-être, Monsieur Wéry, une recommandation qui vous interpelle ou qui manque dans le rapport? Pour moi, et ça a été dit par plusieurs dans leurs auditions, il faut une politique de santé publique cohérente et elle ne peut l'être qu'à l'échelle du pays. Donc il manque absolument une recommandation qui a été mise sur la table par plusieurs. Il faut refédéraliser la problématique des soins de santé au sens large. Une demande forte que vous adressez au monde politique. Monsieur Roy, une recommandation qui manque ou qui vous interpelle, que vous ne comprenez pas dans ce rapport? Non, il y a une absence qui a eu pas mal de conséquences, c'est que c'est toute la situation des sans-papiers et de la régularisation. Alors on sait que c'est plutôt un débat politique à avoir, mais clairement, un des parents pauvres, des personnes qui ont été complètement délaissées, était la population qu'on appelle aujourd'hui les transmigrants, ceux qui errent dans Bruxelles sans papier et qui ont eu énormément de difficultés à avoir accès à certains droits. Et ils n'apparaissent pas en tant que tels, je trouve, dans les recommandations. Ils ont notamment il y a eu énormément de problèmes administratifs au niveau du dépistage de ces personnes et quand on a lancé les testings. Et je trouve que c'est une vraie question, c'est le statut administratif de ces personnes et les droits qu'on leur donne.
Alors allons du côté de l'UCM, les classes moyennes, une recommandation que vous attendiez, qui vous marque ou qui devrait se trouver dans celle du Parlement bruxellois? Oui, si ce n'est le manque, comme je le disais, de perspectives au secteur fermé, je partirais sur une prime modulable qu'on demande pour les secteurs fermés, pour les secteurs impactés, une prime modulable. Et elle est dans les recommandations sur deux aspects, sur ce qui est des caractéristiques de l'entrepreneur, à savoir son chiffre d'affaires, à savoir son nombre d'employés, son nombre d'établissements aussi, mais aussi sur sa situation financière, sur où il en est par rapport à atteindre son chiffre d'affaires ou non, sur l'impact qu'ont les mesures prises pour le coronavirus sur son activité, une prime vraiment modulable selon des caractéristiques et selon la situation de l'entrepreneur. Et puis le mot de la fin pour les maisons de repos avec vous, Christian Dejarre. Quelle est la recommandation que vous attendiez, que vous ne trouvez pas ou qui vous surprend dans celle du Parlement bruxellois? Les recommandations ne disent rien, alors que ça a été expliqué à la Commission, ne disent rien sur les pertes de recettes et les surcoûts dus au Covid que les maisons de repos ont dû essuyer. Et donc, en fait, elles ont reçu des aides partielles pour 2020, mais vraiment insuffisantes. Et donc, nous, on trouve normal que les surcoûts du Covid et que ces pertes de recettes soient intégralement couverts par les autorités. Mais on aurait aimé que ça figure dans les recommandations. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à tous les quatre d'être venus sur le plateau de Versus. Merci à vous qui l'avez regardé. La semaine prochaine, un autre thème et d'autres invités.